Qu'est-ce qui vous amène? Je vois plutôt joyeuse, on dirait. Pourquoi on ne doit pas être joyeux quand on vient? On doit repartir joyeux, mais a priori quand on vient, c'est qu'on a quelque chose d'embarrassant, qui a du mal à sortir. Ouais, mais bon, après cette chose-là peut exister depuis toujours. Si on vit avec une souffrance et qu'on ne vit pas avec la joie. Vous avez envie de parler d'un sujet qui vous a toujours habité, a priori. C'est arrivé à un point de saturation? Non, je dirais pas saturation, mais en gros d'insatisfaction un peu presque quotidien sur comment vivre avec les gens et on va dire j'ai un idéal d'amour assez fort et même des rapports avec des gens, les gens qui me sont intimes ou des gens de ma famille et je vis mal le fait que les choses ne correspondent pas à cet idéal. Quel est votre idéal relationnel? J'ai un idéal de l'amour absolu, ça c'est... Inconditionnel? Inconditionnel. J'ai jamais eu de relation amoureuse vraiment, ou de quelque chose de sérieux, où je m'engage. À chaque fois c'était comme des genres de fantasmes, où je rencontrais une personne et je bâtissais un personnage sur la personne sans connaître la personne vraiment. Et donc là je suis dans une relation depuis 2 ans, avec une personne que je connais. Réellement pour ce qu'elle est. Voilà, que j'ai connue avant d'être amoureuse. Ah. Donc c'est la réalité de l'autre qui vous a rendu amoureuse. Voilà. C'est une nouveauté. Voilà. Mais après qui n'exclut pas l'idéal et la volonté de l'exception. Et ça dans le quotidien, c'est un peu... je me rends compte que c'est pas évident. Et du coup, je suis perpétuellement insatisfaite, perpétuellement en train de pas de me plaindre, mais de reprocher à l'autre d'être ou de se comporter comme il n'est pas et pas comme je voudrais qu'il soit. Alors je me dis, je vais abdiquer avec ça et ne plus faire de reproches, ne plus projeter. Et du coup, j'abdique aussi avec mon idéal et j'abdique aussi avec si je décide de faire ça. J'abdique avec la valeur et avec le potentiel. Je me dis, bon, voilà, c'est comme ça, et puis je serai... Vous n'incarneriez pas le potentiel de la relation en abdiquant, c'est ça? Voilà. Et surtout de se dire, de vivre les moments comme si ça pouvait être la fin. Vous avez l'impression de perdre votre temps? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Concrètement, j'ai envie de voyager, d'aller loin. Loin de quoi? Loin de qui? Loin de la France. Loin de la France. Ouais, j'aimerais aller dans d'autres pays, voir d'autres couleurs, voir d'autres... Pour découvrir ces autres pays ou pour vous éloigner de ce pays? Pour découvrir ces autres pays, pour me découvrir moi à l'intérieur d'un nouveau système et puis aussi pour prendre du recul par rapport à notre condition de vie de français occidentale, voilà, on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes, on va faire des analyses, on va se regarder. Vous trouvez notre société non-réaliste? Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'analyse est une démarche non-réaliste? Je suis désolée, hein.
ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je fais bien partie de cette société-là nombriliste, égotique. Vous pensez que se connaître est une attitude nombriliste? Non, mais après, il y a plein de biais pour se connaître. Oui. On peut se connaître en se regardant dans une glace et passer sa vie à se regarder dans une glace. On peut se connaître en... Non, Puis on peut se connaître aussi en grimpant sur l'Himalaya et... absolument. C'est un moyen comme un autre de se connaître. Et peut-être de se réaliser aussi. Parce que si vous avez des entraves, qu'il vous manque des clés, et qu'envers et contre tout, vous n'arrivez pas à avancer, ça peut s'avérer utile aussi. De ne pas être victime de sa propre histoire, mais d'arriver à la transcender. Si vous y arrivez toute seule, c'est génial. C'est en voyageant, c'est enrichissant, mais ce que je veux dire par là, quand on vient ici, c'est qu'il y a une nécessité à venir ici. On ne peut pas venir ici et dire fuck la psychanalyse. C'est pas possible. C'est plutôt une attitude qui est de dire j'ai encore peur de m'y abandonner. J'ai peur de recevoir d'elle aussi. J'ai peur d'avoir besoin d'elle. J'ai peut-être peur même d'y prendre goût et de ne plus pouvoir m'en détacher. J'ai peur de ce que je vais devenir et de la femme que je vais devenir après ça. Et de ce que cette femme, de la compatibilité de cette nouvelle femme avec mon entourage. Il y a énormément de peur derrière le fait de pousser une porte d'un cabinet. C'est peut-être pas consciente, mais derrière fuck la psychanalyse, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous voyez? Est-ce que de toutes ces peurs, il y en a une qui vous a parlé plus que d'autres? Ok. Je suis extrêmement prétentieuse, hein, je suis désolée. J'ai l'impression que je sais déjà les choses, donc oui, il y a des choses enfouies, mais... Mais visiblement, ça ne suffit pas à votre épanouissement de savoir les choses. Vous avez du mal à les incarner dans ce monde, dans cette époque, dans cet environnement. Vous avez quand même un problème, il faut peut-être bien l'admettre aussi, que peut-être ça peut vous aider. J'ai l'impression de... Concrètement, mon corps, ma peau, mon visage, je suis construite, je suis forte et je peux affronter les choses. Vous n'êtes pas si forte que ça, puisque vous dites affronter les choses. Si on va à l'affrontement, c'est qu'on se sent menacé. Quand je suis dans l'océan, par exemple, et ben mon corps, je le sens à la fois extrêmement unifié, extrêmement fort, et à la fois complètement éclaté dans cet espace qui est l'eau, l'océan. Mais je ne me vois pas. Quoique, peut-être que j'aime bien. Quand vous dites ne pas vous voir, vous voulez dire vous oublier? Ouais, voilà. Oublier quoi? Bah, oublier de penser à moi, à mon image, à ce que je véhicule par rapport à l'autre, à qu'est-ce que l'autre voit de moi. Un vrai lâcher-prise en quelque sorte. Ouais, voilà. Un vrai lâcher-prise. Et si vous pouviez être aussi bien au milieu des autres qu'au milieu de l'océan, ça serait parfait alors. Vous pensez que vous pouvez y arriver? Vous voyez un cheminement possible? Non. Je peux y arriver dans ce que je choisis de faire. Oui. Mais pas dans cette société-là où tout est droit. Les routes sont droites, les lignes tracées sur les routes sont droites. On vote à droite. On vote à droite. Peut-être pas, peut-être plus.
Les poteaux qui sont bien rangés le long des routes sont droits. Les réverbères sont droits. Enfin, bref, tout est droit. Alors j'essaye au milieu de ces routes Ouais. de faire des zigzags et de... Un peu de sinuosité. Et là oui, et puis là, bon après sans être... C'est un peu triste les subterfuges qu'on trouve dans la ville. Vous sentez un peu en dissonance. En mode intuitif, là on est en mode rationnel, en mode carré quoi. Je déteste. Je déteste les modes. C'est une expression à la mode. En mode ceci, en mode cela. Je hais cette expression. Ça nous fait être comme des téléphones portables, des... Je suis en mode vibreur, je vais monter en mode vibreur. Bah moi là je suis en mode psychanalyse. Vous vous sentez plutôt intuitif. Oui, vous avez envie de naviguer. Je pense que je le suis quoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre ceux qui ne vous comprennent pas, avoir une longueur d'avance sur eux? Est-ce que ça pourrait vous rendre forte? Oui. Ça vous ennuie si je bois un peu d'eau? Ah non, on meurt, moi aussi je meurs. Il fait très chaud et... C'est l'été indien, oui. Ça donne envie de partir très loin, effectivement. Mais j'ai tout le temps besoin de boire de l'eau. Un peu d'océan? Peut-être. Ça vous réconforte? De boire? Oui. Ah bon, ça m'est apparu comme une réelle vérité et pas comme quelque chose qu'on lit tous les jours. Buvez beaucoup d'eau, le corps en a besoin, mais comme quelque chose de... Un besoin fondamental. Voilà. Alors l'eau, non mais après l'eau, plonger dans l'eau aussi. Hein. Je suis poisson. On va dire que je suis lucide au fond. Mais qu'après j'ai des idéaux et j'ai des rêves que je veux atteindre, que je veux... Et puis, donc il y a ma croyance, il y a ma foi, qui est très forte. Et puis il y a ma lucidité. Elle se manifeste comment votre foi? Je ne crois pas en Dieu tel que on me l'a appris à l'église, tel que l'église... Enfin, je ne crois pas en l'institution de l'église. Voilà. Et maintenant, je crois aux énergies, à la force qu'il y a dans la nature, dans les éléments, à ce qui nous renvoie, et à la force humaine aussi, quoi. J'ai foi en l'homme, on va dire. Vous croyez en une destinée? Un peu, je crois un peu aux anges gardiens. Il faudrait pas dire ce nom, quoi. Quel synonyme vous utiliseriez? Ben, c'est le seul que j'ai trouvé. Hein. Si, j'y crois, c'est beau d'y croire. C'est beau d'y croire ou vous y croyez vraiment? La rationalité n'a jamais montré que ça existait. Maintenant, je fais le pari que ça existe. Vous avez peur de votre père, au point de ne pas pouvoir lui parler. Exactement. Mais qu'est-ce que vous redoutez de sa part? Un rejet? Un banniment? Un jugement. Un jugement par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait juger de vous? Ce que je suis. L'intégralité de ce que vous êtes ou une partie de vous-même? En fait, ce que je ne suis pas par rapport à lui. C'est ça. Qu'il vous reproche de ne pas être celui qu'il attend de vous. Exactement. Étant donné que j'ai jamais pensé autrement que par lui, quoi. Donc c'est... Oui. Vous avez intégré son point de vue en vous-même. Oui. Exactement. Oui. Qui est comme un petit juge permanent. Tout le temps.
tout le temps. Un petit bonhomme dans la tête qui regarde tout ce que vous faites. Toujours derrière votre dos. Toujours. Un peu comme la Steve qui vient regarder la copine. Toujours. Voilà. Toujours derrière. Toujours. Et c'est insupportable. C'était insupportable. C'était, donc ça n'est plus déjà. Quand même, j'ai grandi quoi depuis. Je suis plus en primaire. Donc, mais ça dure longtemps. Même encore aujourd'hui. Hein. Parce qu'en fait, par le fait qu'il intériorise tout le temps, donc lui avec lui et puis donc avec les autres, Oui. forcément qu'il n'y a pas de communication entre nous. Et c'est ça ce qui a fait que, au fur et à mesure des années, la peur que j'ai pour lui a grandi au fur et à mesure. Quoi. C'est ça en fait. À force de ne pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent, voilà. Il arrive, il est là, en plus c'est quelqu'un de très présent, Ouais. parce qu'il est chef très présent donc dans le corps et donc il est là, très ancré. Ouais. Et il n'a rien besoin de dire. Oui, un peu comme un patron dont on ne sait pas ce qu'il pense, qu'il dit, si on va le virer ou pas le lendemain, on ne sait rien. Voilà. Exactement. On peut imaginer le pire comme on ne sait pas. On sent sa présence qui est toujours là. Ouais, toujours un suspense, qu'est-ce qui va arriver, Ouais. qu'est-ce qui va... Parce que mon suspense, j'aimerais bien m'en passer. Et Est-ce qu'il a encore des attentes vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Quelle vie il aimerait pour vous? Il le formule? Il ne l'a jamais dit ce qu'il attendait pour vous? mais je le dis plus en fait. Pourquoi il ne le dit plus? Parce qu'il a compris que c'était peine perdue ou... Parce que je l'écoute plus en fait. Donc, Il l'a compris mais que c'était pas la peine? on s'est jamais dit, mais je pense qu'il a compris. Mais vous ne lui avez jamais dit textuellement. Peut-être que ça vous manque, peut-être qu'il aurait fallu un jour dire les choses. Mais c'est pas évident. Ah oui, mais peut-être que je suis en train de dire que c'est peut-être nécessaire. Et non, même malgré le fait que ce soit pas facile. Mais de toute manière, il écoute pas donc. Jamais? Non. Et vous pensez qu'un jour il pourrait être prêt à entendre que la séparation entre guillemets est récente? Encore, enfin on se voit, mais ça reste là, en surface. Donc, Ça reste formel. ah, Les liens de père-fils, on fait comme s'il n'y avait pas de malaise. C'est ça. Voilà. en fait, puis en même temps, si je le dis maintenant, ça serait tellement fort que je pense que c'est voilà. mal. Ça serait destructeur, oui, peut-être. Autant pour lui que pour moi. En même temps, de contenir toute cette colère, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être que vous pouviez imaginer, il y avait un petit peu des exercices, entre guillemets. Vous vous adressez à lui de manière un peu fictive. Indirectement? Vous lui parlez, mais pas à lui directement. Vous allez en forêt, vous prenez peut-être une bûche. Et je tape dessus? Non, et tapez sur un arbre. Mais en lui parlant, à un endroit où personne ne vous voit, vous êtes seul avec vous-même. Et vous videz tout ce que vous avez à lui dire, toute votre colère. Et puis, vous reviendrez vers lui beaucoup plus tard, et cette fois-ci, vous lui direz les choses fermement, mais calmement. Peut-être qu'il a peur aussi de vous perdre. Vous l'avez envisagé en sens inverse. Ouais. Peut-être qu'il redoute ça au fond de lui. Là, il a peur de moi. Eh, pourquoi pas. Peur qu'avec votre conscience des choses, il ait l'air un petit peu, je ne vais pas dire ringard ou désuet, mais à côté de la plaque sur un certain nombre de choses, parce que vous avez aussi votre propre lucidité, votre propre compréhension, et que ça peut révéler ses manques, ses incompétences, oui. C'est pas évident pour quelqu'un qui est apparemment un patron, vous me dites un chef, de se rendre compte qu'il est aussi vulnérable comme les autres, qu'il a aussi à apprendre des autres, l'humilité, les incompétences, la fragilité, c'est pas forcément évident à accepter pour un homme. Hein. Vous pouvez révéler ça chez lui. Et ça peut le déranger. Il aurait peur de moi.
Enfin, j'avais jamais pensé comme ça, mais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le premier à faire le pas vers lui? Je sais. Je pense que c'est plus moi que lui. Oui. Mais comment le faire? Je vois pas. Oui, et pas par quel... je pense à mon propre père et à ce que j'étais quand j'avais 18 ans. Et j'ai réussi à parler par le biais de l'humour. J'ai réussi à établir une complicité par le biais de l'humour. C'est encore vrai aujourd'hui. Et petit à petit, on a réussi à se parler. Mais il a fallu trouver un moyen de trouver une complicité d'abord et d'aller vers le fond après. Alors que j'avais fait une croix sur mon père. C'était un homme qui rentrait, un fantôme, quoi, qui ramène de l'argent. Il en faut pour nourrir sa famille, mais on ne le voit jamais. On rentre avec des piles de dossiers le dimanche et voilà, un père fantôme. Jusqu'au jour où, peut-être maturité aidante, on se dit, bon, il a sans doute cru bien faire. Ou... Ouais. Se tuant sur l'autel du travail, on voit aussi sa santé qui trinque et beaucoup d'hommes se tuent à la tâche. Pour exister très fort, être conforme aux attentes de la société, père de famille responsable, hyper responsable. Le jour où on comprend qu'il a sans doute fait du mieux qu'il pouvait, la chose change et peut-être qu'on peut faire le premier pas. Comment vous pourriez gagner sa complicité? Ouais. Si, je sais qu'il aime bien qu'on joue le piano, mais. Donc sans doute est-il capable d'entendre votre petite musique personnelle alors. C'est bien ça dont il s'agit finalement. Vous me dites qu'il aime quand vous jouez du piano, donc c'est qu'il est déjà ouvert à vous. Ouais. Ah, cette petite musique qui va vous mener là où vous devez aller. Sinon vous n'aurez pas l'entendre cette musique. On ne peut pas la saquer. Mais en même temps, il y a un moment où on doit aussi être son propre père. C'est un peu ça l'âge adulte. Après on doit se donner ce qu'on n'a pas eu. Et à se dire que peut-être si on l'a pas eu, c'est peut-être pas hasard. C'est peut-être pour l'incarner un peu comme le négatif en photo. Tout ce qu'on n'a pas reçu dans son enfance, c'est peut-être le meilleur moyen de l'incarner en positif. À l'âge adulte. Voilà. C'est la philosophie du tir à l'arc. C'est quoi la philosophie du tir à l'arc? Mettre l'enfance, ce serait mettre la flèche sous tension, mais vraiment au point où vous nous le dites. Et ensuite, à l'âge adulte, c'est le moment où la flèche part et va se planter dans sa cible. Si on arrive à regarder son enfance comme ça, tout va bien. D'accord. Il ne peut être victime de son histoire. C'est-à-dire? À ne plus dire, à cause des parents que j'ai pu avoir. Mais c'est basculer de à cause à grâce à ces parents-là, je peux devenir pleinement moi-même. Et peut-être que si j'avais eu des parents plus conciliants, plus compréhensifs, je ne serais pas devenu plus tiède. En quoi c'est un tremplin cette famille, ce père? Le fait de m'exprimer peut-être. Son incapacité à communiquer vous permet, vous, de vous exprimer. Mais par tout ce que je fais, par rapport à... Enfin, je compense le truc, j'ai l'impression, je compense
la non-communication avec lui par tout ce que je fais à côté, quoi. C'est une simple compensation ou une vocation? Peut-être une vocation, ça. Oui. Peut-être. Ce qui nous amène à dire que peut-être c'était pas un hasard alors de tomber par là, dans cette famille-là. Libre de l'aval du père. Mais je sens que je commence à m'en détacher, mais... Libre de l'approbation du père. Ouais, c'est ça. Votre propre aval. Qu'il soit positif ou négatif. Mm. Exactement. Je suis. C'est ça. Non, j'ai des trucs à dire là. J'ai des trucs à faire dans cette vie, dans ce monde. Vous en doutiez? Comment? Vous en doutiez? J'en doute. Encore? Encore. Ouais, le sujet que j'aimerais aborder, comment l'amener. Je sais pas si vous connaissez la pièce Mademoiselle Julie. Non. Non, non, de Strindberg. Non, vous allez me le raconter. Une grande pièce. Ouais. Bah, en fait, c'est l'histoire d'une comtesse qui s'appelle donc Mademoiselle Julie. Oui. Et un soir, donc son père part le soir de la Saint-Jean, c'est important. Le soir de la Saint-Jean, c'est la fête et tout ça à la maison, et puis c'est une grande fête à célébrer, et donc son père part avec les gens de sa famille, et elle décide de rester dans sa maison, et dans sa maison, ben, il y a les valets, il y a tous les gens de la maison, tout ce que concierge, tous les gens qui s'occupent de l'écurie, tous ces gens-là, donc Modeste, les employés de la maison. Et elle décide de rester avec eux, ce qui est vraiment une situation déjà spéciale à la base. Et ce soir-là, ben, il se trouve que je pense qu'elle a déjà elle a une attirance, elle a toujours eu une attirance pour son valet, son valet de pied, enfin le valet de son père, le grand valet, Monsieur Jean. Et ce soir-là, eh ben, il va se passer qu'en fait, ça va être sa première nuit d'amour. Enfin, elle va coucher avec lui, mais c'est pas aussi, je dis nuit d'amour, mais on pourrait en parler plus vulgairement. C'est quelqu'un qui l'attire vraiment, avec qui elle a eu quelque chose, et elle, en fait, elle croit que maintenant c'est l'amour fou et on va rester ensemble, mais lui il dit non, mais on fait comme si de rien n'était, on va continuer à vivre normalement, faut que les gens ne sachent pas, c'est pas possible dans la maison, rien qu'une sonnette, moi ça me renvoie à ma condition de valet, donc c'est pas possible qu'on dise ça au grand jour, et après partir. Après, bon, il y a des circonstances qui font que lui, elle veut partir, ils veulent partir tous les deux, mais elle amène son petit oiseau, donc c'est le seul truc qui le rattache à sa vie, à sa maison, et lui dit mais non, on peut pas partir avec une cage à oiseaux. Et elle dit mais non, c'est la seule chose que j'aime, qui m'aime vraiment, et puis lui, elle dit non, plutôt que l'abandonner, je préférais qu'on le tue, et il lui dit bah donnez-moi très froid, allez on y va. Donnez-moi la bête, on va la tuer, quoi. Je vais la tuer. Et il la tue. Et alors elle, là, il a aucun cœur pour elle, et c'est la fin, quoi. Et du coup, elle pète les plombs, et là, après, ben, le comte arrive ce soir-là, et il faut prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Et lui, il voit pas d'autre solution qu'elle se suicide, quoi. Et du coup, voilà, ils évoquent voilà. Donc voilà l'histoire.
Et en fait, Maintenant, la vôtre, Et en fait, pourquoi ça vous, mais voilà, en fait, ça vous tourmente? d'où ça me touche énormément, c'est que c'est par rapport à l'honneur de cette fille, en fait. L'honneur, là, ça fait partie. Je sais pas comment. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Et moi, j'ai cette espèce d'honneur à l'intérieur de moi par rapport surtout à moi-même, par rapport aux objectifs que je me fixe, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, je le fais, mais aussi par rapport à la relation amoureuse. C'est ça qui me pose problème en fait. Par rapport au fait, dans la société actuelle, genre, quand tu es tout seul, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu rencontres personne, est-ce que tu sors? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Et tout. Mais en fait, juste, moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir rencontré la personne avec qui je donnais tout, quoi. Et puis il y a un moment, comme c'est la première histoire longue, on se dit oui, mais moi je suis quelqu'un d'exceptionnel, ça se passera bien avec tout le monde. Et en fait, on se rend compte que, comme lui, il me l'avait dit de toute façon, moi, il me dit, mais c'est pas toi qui est exceptionnel, c'est nous deux, quoi. Et en fait, c'est vrai. Et après, quand c'est fini et qu'on ne peut pas recommencer par rapport à chacun sa vie et chacun ses obligations, peu importe, en fait, voilà, en fait, c'est pas si facile quand on est un peu difficile comme moi, quand on a... Enfin, je suis pas tellement... Moi, j'y peux rien si je suis difficile parce que je veux vraiment vivre un truc intense avec quelqu'un qui me surprenne et c'est dur pour me surprendre et c'est dur pour me choquer parce que je suis pas mal barrée dans ma tête et dans mes actes et tout ça. Et du coup, ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Vous pensez qu'une rencontre se prépare en amont, par un certain état d'esprit sur lequel on travaillerait? Oui. Vous aimez les traités philosophiques? Quoi? Comment? De quoi? Par exemple, un traité sur le relationnel, comment entrer en relation avec les autres, ce qui serait intéressant de... Là, j'ai une patiente qui m'a apporté ce petit traité. J'aimerais vous le donner, parce qu'elle vit une situation assez analogue à la vôtre. Et faut que je le lise à voix haute? Vous pouvez le lire comme vous voulez. Bienvenue dans la vie adulte. Ouais. Fort de ce constat, deux options s'offrent à vous. Oui. Une grande tolérance à la frustration, ça c'est bon. Doublée d'une incomparable complaisance vis-à-vis de vos névroses, oui. Vous ouvre les portes de la cellule d'organisation sociale de base, le couple institution. Vous rigolez? C'est pas drôle? Je vous fous pas rigoler. Non, mais j'ai pas compris la dernière phrase. Vous avez suivi des cours de français. Mais oui, pourquoi? Mais non, mais... Oh là là, non mais moi je suis plus dans les trucs du ressenti, des machins, mais les mots... Oui, donc... mais les mots enclenchent un ressenti. Là, non mais là, ils mettent des mots de... Non mais, une grande tolérance à la frustration doublée d'une incomparable complaisance vis-à-vis de vos névroses vous ouvre les portes de la cellule d'organisation sociale de base, le couple institutionnel. Oui, non mais vous m'avez pris pour qui? Genre... Non, mais moi je comprends pas la dernière phrase. J'ai un dictionnaire si vous voulez. Mais moi aussi. Enfin, c'est le cadeau que j'ai demandé à ma grand-mère pour le dernier Noël. J'ai bien les gros dictionnaires. Parce que j'en ai besoin. Non mais avec ces mots-là, même si on les cherche dans le dictionnaire, et ben ils vont envoyer un autre mot qu'on connaît pas et ainsi de suite. Et du coup finalement on en était où? Qu'est-ce que ça veut dire? On est paumé quoi. Pour aussi l'ultra-réalisme relationnel et vous propulser vers une galaxie de partenariats simultanés, chaque vecteur éclairant l'infinie complexité de notre nature? C'est une question. Je ne sais pas, j'ai pas compris encore. Le suivant peut-être? Ouais, on va voir.
Et puis n'oubliez pas que la solitude, c'est aussi le privilège de dîner en tête-à-tête avec Dieu, tous les soirs. Ça me fait rire, ça c'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon parce que là je vois un petit peu ma grand-mère. Mais j'ai ce côté-là, j'aime bien. J'aime bien Dieu, j'aime bien qu'il y ait quelque chose là-haut, ça m'amuse. Ça m'amuse. Après, chacun son Dieu et tout. En même temps, il fout pas mal la merde, hein, parce que c'est à cause de lui qu'il y a des guerres et tout ça, avec les différents dieux, les différentes religions, c'est la meilleure, nanana. Mais bon, c'est la vie, quoi. Voilà. Quelle plus belle compagnie qu'être face à sa conscience. Ça, c'est pas cool, non. Et si la vie ne débutait qu'à cet instant? Non. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'aime bien la conscience. Je suis un petit peu spéciale, on va dire. Je me vis comme une personne âgée qui a vécu longtemps avec son grand amour et il est décédé. Ma grand-mère, on en connaît plein, hein. Enfin mes grand-mères, j'en ai plusieurs qui sont comme ça. Maintenant, la vie est longue, je suis jeune, tout peut arriver encore, mais si ça n'arrive pas, je ne veux pas me forcer. Voilà. Une sorte de fidélité. Je sais pas si là-dedans il y a de la... Bah si, il y a certainement aussi de la fierté et de l'honneur. J'ai vécu ce moment comme un événement de la vie. Et j'ai pas cherché à batailler trop, non. Peut-être j'aurais dû, mais ça aurait changé toute ma vie si je l'avais fait. Et comme d'un côté, comme de l'autre, il y avait quelque chose pour moi, vachement bien. J'ai laissé choisir la vie et il est parti. Si j'étais avec lui là maintenant, il y aurait quelque chose qui me manquerait de vital pour moi. Or maintenant, il me manque. Il est vital, mais peut-être que je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Donc il y a un espoir supplémentaire, donc je crois que je préfère quand même la solution qui a été prise, là, qui a été choisie. Il voulait me garder juste pour lui, comme ça. Moi, je suis pas que comme ça, quoi. En fait, c'est chaud parce que c'est soit mon amour, je suis tellement entière que c'est soit une personne, mais dans ce cas-là, ça m'emprisonne si je donne qu'à une personne entièrement. Mais sinon, j'aime tout le monde. Alors en fait, on ne peut pas aimer une personne à fond quand on aime vraiment tout le monde. Et au fond, j'aime personne puisque j'aime tout le monde. Non, mais c'est bizarre. Voilà. Voilà, je sais pas. Mais bon, voilà, en fait, le truc c'est que dans la vie, en fait, il y a du noir, du blanc, du gris. Voilà, moi c'est mon côté, c'est le côté, on va dire, sombre. C'est le côté sombre qui fait chier, mais s'il n'y avait pas des moments qui faisaient chier, il n'y aurait pas des moments où c'est ouh. Donc je les accepte. Voilà. Donc je sais pas vraiment pourquoi je suis là. Non, c'est vrai en plus. Enfin, je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas comment vous le dire. Comme...
ce week-end, normalement. Je vais aller voir mon papa, je vais voir mon père avec ma mère. Et rien que d'y penser, ça m'énerve déjà complètement. Pourtant, je veux dire, à qui je dois le plus d'amour et le plus de respect et d'obéissance, normalement, c'est mes parents. Et ils ont fait des sacrifices colossaux pour moi. Et quand je dis colossaux, je pèse mes mots dans le sens où, pour comprendre un peu, ce qui s'est passé, c'est que je suis né avec les pieds beaux. Je suis né avec les pieds retournés. C'est-à-dire que mes pieds, ils étaient retournés comme ça, dans l'autre sens, et ils étaient collés contre mes mollets. Les deux. Donc mon père était dans la salle d'accouchement. Le médecin me voit sortir comme ça, et il attrape mes pieds, il les décolle de mes mollets, et il les retourne. Et là, il paraît que c'est insupportable pour mon père de voir ça. Et là, donc voilà, au bout d'une heure, le médecin va voir mon père, il y a un orthopédiste qui vient. Ma mère, elle était dans les vapes, heureusement en ce moment-là. Et il dit, voilà, mon père, vous avez 3 choix pour votre fils. La première, c'est la chaise roulante à vie. La deuxième, c'est une opération, mais il aura des séquelles quand il aura une trentaine d'années. Soit c'est des séances de kiné tous les jours pendant 5 ans avec des attelles en titane. Les 3 premières années de sa vie sans les enlever, jamais. Et le médecin il a dit, soyez conscient de ce que ça implique. Et mon père, il n'a pas réfléchi, il a dit, c'est le kiné tout de suite, quoi. Il a dit, mon fils sera pas en chaise roulante, mon fils n'aura pas d'opération, n'aura pas de séquelles, ce sera les séances de kiné. Et là, toute leur vie a tourné autour de ça, quoi. Parce que tous les jours, c'est-à-dire pas de vacances, c'est-à-dire que ma mère a dû arrêter de travailler, que mon père devait prendre la bagnole tous les jours pour m'emmener à l'hôpital. Et je sais que voilà, je lui dois beaucoup, enfin j'en parle parce que je sais que je lui dois beaucoup. J'ai pris la signature de mon père. J'ai la même signature que mon père. Et que mon grand-père. Et Claire, il y a grand-père. Ah ça je sais pas. Mais j'aurais aimé. J'aime bien cette filiation. J'aime bien cette continuité-là. Ça m'intéresse, enfin ça me rend fier. Enfin je suis fier de mon père. Et j'ai besoin d'être fier de mon... J'ai besoin d'être fier d'une filiation parce que l'identité c'est aussi ça, c'est pas que ce que je fais moi, c'est ce qui s'est passé avant moi, l'identité. Et puis j'y tiens parce qu'en plus j'ai une identité forte, ma famille est juive séfarade, donc ma grand-mère est angéroise, elle vient donc du Maroc, mon père est casablancais, donc du côté de ma mère, du côté de mon père ils sont algériens, donc mon grand-père est d'Alger, ma grand-mère vient d'Oran je crois. Et donc ça remonte à super loin, ça remonte en 1492 quand Isabelle la catholique a jeté tous les juifs d'Espagne. Donc c'était soit on se convertissait, soit on partait. Donc je sais que ma famille a dû se convertir parce que on a pris un nom juif qui est Pinto, qui est devenu un grand nom juif pour le coup en 500 ans, 600 ans. Mais donc on est venu des Maranes, donc des faux catholiques. Et on a dû se faire gauler à un moment, on a dû partir en Afrique du Nord. Et du coup, là, ça fait 600 ans qu'on vivait en Afrique du Nord, jusqu'en 1967, où ma famille a dû venir vivre en France à cause des problèmes qu'il y avait en Israël. Je pensais que ce serait plus simple, même, dans mon enfance. Je pensais que la vie serait plus simple par rapport aux parents. Et au final, j'ai l'impression d'être un menteur. De mentir à mes parents. Je mens parce que je sais que si je prenais le temps de me poser, et que ce soit sur une durée d'1 an ou 2 ans, et que j'essayais de continuer à discuter avec lui, de parler, de lui expliquer, de prendre le temps, à un moment, il y aurait quelque chose. Parce que voilà, mon père c'est pas un mormon et c'est pas un... Je sais qu'il serait capable de l'entendre. Mais forcément, si je balance comme ça l'idée, de toute façon, tu comprends rien, t'es qu'un pauvre con, ce que je dirais jamais. Mais si je dis ça, ouais, forcément, personne ne va l'avoir entendre. Donc, déjà, avec des arguments c'est compliqué, donc je sais qu'il faut que ça se fasse sur le temps. Et j'arrive à un moment où je comprends que mon père n'est pas immortel,
et qu'il faut que je trouve le juste milieu de la relation. Faut pas que ce soit douloureux, mais il faut que ce soit vrai, parce que si je mens à mes parents, avec qui je vais être vrai? Je pense que je suis amoureux des gens de manière générale. Et je pense pas que ce soit cucu de dire ça. Pourtant, quand je le dis, les gens me regardent, mais t'es complètement... Et en fait, ils n'arrivent pas à saisir ce que je veux dire. Amoureux, de manière générale, c'est que je suis amoureux des idées de manière générale. Je suis amoureux des gens. J'ai un amour inconditionnel. Jusqu'au moment où la personne, l'idée en face, me montre que voilà, je suis obligé de reprendre un peu cet amour ou de le diminuer. Mais c'est comme si je ferais une carte blanche tout de suite. Oui. Parce qu'il n'y a aucune raison que je ne ferais pas cette carte blanche. Parce que j'ai peur aussi de passer à côté de... J'ai toujours peur de l'ennui, me faire chier, quoi. J'ai toujours peur de ça. J'ai l'impression d'être vide. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être amoureux, pour remplir votre vide. Complètement. J'ai besoin de comprendre la femme, j'ai besoin de savoir pourquoi elle exerce un aussi grand pouvoir sur moi, alors que je sais que les hommes exercent aussi un énorme pouvoir sur elle. Pourquoi est-ce que je suis autant esclave de ça? Et pourquoi je m'efforce toujours à m'en défaire et je prends un si malin plaisir à être esclave de leur... Ça va au-delà de... C'est la femme dans son intégralité, dans le corps, dans la manière de penser, dans ses défauts, dans ses... C'est pouvoir la gratter la femme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. J'ai 26 ans, je veux vivre ça maintenant. Parce que j'ai eu trop de relations où, au bout de 2 semaines, je me suis donné tant d'efforts pour au final ne plus du tout avoir envie d'écouter. Vous partez parce que vous vous ennuyez à chaque fois? Ouais. C'est la raison? C'est toujours vous qui partez? Oui, et puis parce que... Aussi parce que... Vous avez vraiment fait le tour de la personne ou alors vous avez fait le tour de ce que vous pouviez prendre chez cette personne et qui vous était réellement utile à ce moment-là? Est-ce que c'est prétentieux de dire que j'ai fait le tour de la personne? Oui. Ouais, je pense que c'est prétentieux. Oui. Je pense qu'on est très complet. Non, je pense que c'est prétentieux, ouais. Si on part du principe que j'ai jamais été amoureux. Et que... Jamais? Non. Bah, vous me dites que vous êtes amoureux de tout le monde alors. Oui, mais je suis amoureux des gens, mais dans un couple, dans une relation intime. J'ai été amoureux de certaines filles, mais c'est jamais de manière réciproque. Toutes les filles avec qui j'ai eu des relations, ça n'a jamais été... J'ai jamais été amoureux de ces filles-là. Vous pensez que la communion avec une personne précise est plus forte que tout? Ouais. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt... Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à chercher autant son plus un. Et c'est quelque chose qui m'emmerde profondément parce que c'est comme si il manquait un membre, quoi. Enfin, c'est même triste, quoi. J'en suis triste pour moi. J'en suis vraiment triste pour moi. Je sais. Je suis en lambeaux en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison, je suis entouré de femmes en ce moment, de trucs de fou. Et même de plutôt très agréables. Enfin, Et ça vous met en lambeaux? parce que il n'y a rien de pire que. Il n'y a rien de pire que d'être entouré et de ne pas tomber sur. De pas éprouver ces sentiments-là, quoi. Je veux dire, c'est comme si je suis épuisé, c'est un marathon que j'arrive plus à suivre, à tenir, quoi. Je plafonne dans mes débats, je plafonne dans mon rapport à mon travail, je plafonne aussi. Je ne peux pas m'appuyer, quoi. Je suis complètement bancal. Et mon intérêt décroît, la concentration décroît, et je me sens devenir inintéressant. Et je le sens, et je sais que je le suis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un mec qu'on a jeté à la mer et qui sait pas nager, donc qui passe son temps à battre des pieds et des mains. Ça fait 20 ans qu'il bat des pieds et des mains, et en fait, il a jamais eu l'intelligence d'apprendre à nager. Quelqu'un qui se débat Voilà. dans l'action. Voilà, c'est ça, je me débat, mais j'ai jamais réussi à apprendre. Donc pas qui a l'apparence d'un battant, mais qui est plus un débattant. Comme beaucoup d'hommes. Le problème, c'est que je me suis toujours battu pour pas être un débattant. Mais j'ai l'impression que
Je sens que naturellement, si je devais être franc avec moi, je pense que je suis plutôt quelqu'un de faible. Mais c'est hors de question. Parce que sinon, on ne survit pas. Je suis complètement à l'opposé de ce que je devrais être naturellement. Mais je le sais. Et je me bats en permanence contre ma nature. Peut-être que vous n'acceptez pas les rythmes de la nature et donc de votre corps, qui est des temps d'ennui. Ce qu'on appelle ennui communément, c'est aussi un temps de récupération pour le corps. Il faut un certain temps pour assimiler, pour que les informations descendent, que le corps les assimile, qu'il puisse changer, se métamorphoser, comme les saisons. En ville, on a tendance à gommer les saisons, à éclairer la nuit, on ne sait plus quand est le jour et la nuit, quand les saisons tendent à disparaître alors qu'elles sont nécessaires pour un arbre, rien à faire, il faut qu'il y ait le temps de récupération de l'hiver, pour le corps aussi. Et là, on dirait que vous menez une cadence, la cadence du printemps toute l'année. Sans accepter, sans trouver d'attrait à l'hiver, sans vouloir en entendre parler, ni l'automne, ni... Et parce que... Tout simplement parce que... Les saisons, c'est assez intéressant aussi de construire son emploi du temps sur les saisons. D'essayer d'évaluer la liste des besoins qui sont importants pour soi, à réaliser dans une année, et de les répartir sur un petit peu toute l'année. Il y a des saisons plus propices à certaines activités que d'autres. Et c'est pas évident d'accepter qu'on ait besoin de s'ennuyer ou de se reposer, ou de voir ce qu'il y a derrière l'ennui. C'est ce que je vous disais un petit peu la dernière fois. Vous avez une certaine idée de vous-même qui vous plaît. Cette idée très printanière de vous-même vous plaît. Mais l'idée automnale ou hivernale de vous, voilà, qui pourrait participer à votre équilibre, vous n'avez peut-être pas envie de le voir. C'est ça, on est pollué. J'ai l'impression d'être pollué en permanence par des milliards de choses à faire, des milliards de choses à prouver, des milliards de défis, encore et encore et encore. Et je suis sûr et certain que une fois qu'on est amoureux, une fois qu'on est en couple, pas forcément qu'on est en couple, c'est des conneries, parce qu'on peut être amoureux sans être en couple, mais une fois qu'on est amoureux, ben voilà, on est plus centré, on est moins pollué, on est beaucoup moins pollué. En fait, les plus grands écologistes sont les plus grands amoureux, je pense. J'ai été en fait toute mon adolescence suivie par des psys. Ouais. Voilà, à chaque fois ma mère me dit oui, que ça a dû commencer quand j'avais 9 ans. Quelques mois après, elle me dit que non, le premier c'était à l'âge de 5. Donc je sais pas trop à quel âge j'ai commencé. Et en fait, j'ai arrêté à l'âge de 17-18 ans. Et puis, en fait, j'ai rencontré, je suis restée assez... Évidemment, ça part dans les relations amoureuses. Mais je suis restée quelques années toute seule, voilà, à Paris. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée pendant 6 ans. Sauf que j'ai quitté l'année dernière. Et que dans cette relation a commencé à ressurgir des crises de nerfs assez violentes. Je pense que ça vient du fait que j'ai été abandonnée à l'âge de 16-17 ans et que c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé d'arrêter d'être suivie et que... Comment ça, abandonné? Première rupture. Toute première rupture qui a débouché sur une tentative de suicide. Et en quoi, au jour d'aujourd'hui, cette expérience-là est bloquante? Parce que ça s'est reproduit. Parce que 10 ans après, pile 10 ans après... Tiens, c'est marrant, une date anniversaire. Ouais, pile l'été, quoi, la même histoire. Et j'ai retrouvé des sensations d'il y a 10 ans, quoi. Mais là, par contre, j'ai beaucoup plus de recul et j'essaie de comprendre, en fait.
du coup, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur pourquoi on en était arrivé là, qu'est-ce que moi j'attends, de quoi j'ai besoin, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas bénéfique aussi pour moi de me retrouver seule aujourd'hui? Parce que du coup, ça tourne beaucoup, cette rupture tourne beaucoup aussi autour du fait d'être bien tout seul avant d'être bien à deux. Ouais. Et donc là, ça m'a fait beaucoup poser de questions sur moi. Est-ce que j'étais déjà prête à être avec quelqu'un? Moi, je sais que j'ai envie de tester, et là, c'est ce que je teste, c'est de voir que je peux être heureuse toute seule. Le problème, c'est que je sais qu'il y a une personne avec qui je peux être encore plus heureuse. Oui. C'est-à-dire que j'ai envie, non, c'est que je sais que ça doit être, le plus un, doit être juste un plus, mais que... Ce n'est pas le fondement de votre équilibre. Voilà. Mais en même temps, pour moi, je suis obsédée par le fait de, ça doit s'entretenir. Comment ne pas tomber dans le piège de la relation de couple. Qu'est-ce que c'est le couple? Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Est-ce que... Il y a un truc, on a beaucoup parlé avec cette personne du fait de tromper l'autre, de le dire ou non à la personne. Et donc là... c'est quelque chose qui a tout son poids pour vous? Ouais, parce que mon père a trompé ma mère toute sa vie. Et elle est restée. Et elle le vivait comment? Elle le vivait... Elle en a souffert. Moi, je ne l'ai jamais vue souffrir, mais elle en a souffert. C'est elle qui me l'a raconté. Donc c'est un acte qui la faisait douter de la sincérité des sentiments de votre père. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, elle en doutait? J'en suis pas certaine. En tout cas, aujourd'hui, on en a reparlé tous les trois, il y a quelques mois, et non. Non, ça remettait pas du tout en question ses sentiments pour elle. Moi, je sais que c'est un des trucs qui nous a un peu détruits, parce qu'on ne faisait... Il avait... Lui, il m'a parlé de ce problème-là qu'il avait eu avec son amie précédente, d'avoir besoin de posséder une autre femme et que ça n'enlevait rien à l'amour qu'il avait pour moi. Sauf que du coup, d'en parler, et c'est là qu'au bout de 3 mois où on ne parlait que de ça et que ça nous rendait tous les deux malheureux d'en parler, j'ai dit mais ok, je me suis rendu compte que c'était un fait, ça existe, c'est partout. Je veux dire, il y a plein de films qui parlent de ça, voilà. Sauf qu'on n'est pas obligé d'en parler. Je veux dire, on le sait tous qu'on désire d'autres personnes, après on passe ou pas à l'acte. Et le plaisir pour le plaisir, c'est un truc que vous pouvez envisager? Non. Comme on mange des profiteroles en chocolat, ça n'apporte rien, nutritivement parlant, à la fin du repas, ça même alourdit la digestion. Mais c'est un moment de plaisir, et le plaisir fait partie aussi de la vie. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse, par gourmandise, découvrir un autre corps, un autre parfum, un autre timbre de voix, une escapade sensorielle? Moi, ça me dégoûte. Oui. Moi, ça me fait mal ça m'a fait mal d'en parler. Ça me fait mal d'en parler parce que j'ai l'imagination qui part dans tous les sens, que je vois toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc j'imagine le pire. J'ai l'impression que de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de prendre le chemin de l'accepter, quoi. D'accepter que de toute façon ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Mais après, vous avez le choix quant à choisir un partenaire fidèle ou qui ne l'est pas. Je sais pas. En fait, je me demande à quel point on peut faire ce sacrifice-là. Oui. Pour
pour vivre, si cette relation est vraiment... Enfin voilà, que c'est la bonne personne et qu'en dehors de ça, enfin, il y a quelque chose, je me dis, est-ce que c'est un sacrifice et tant pis, on l'accepte, on n'en parle pas, c'est quelque chose... Si vous employez le mot sacrifice qui est fort et que vous n'en parlez pas, il y aura quand même douleur qui va s'accumuler, vraisemblablement. Certaines personnes ne trouvent pas l'intégralité de leur équilibre avec une personne privilégiée et ont besoin d'avoir des apports, entre guillemets, extérieurs. Mais finalement reviennent vers la personne qui compte le plus pour eux, nourris d'autres choses. Peut-être même avec d'autres, ça peut être choquant, mais d'autres idées, d'autres façons de voir, d'autres approches, y compris même dans la façon de faire l'amour. C'est des choses qu'on me confie, des hommes qui me confient ça. C'est peut-être important aussi d'entendre un point de vue d'homme, sans cynisme, qui sont authentiquement amoureux de leur femme, parce que moi j'entends ça. C'est ce que... Enfin, quand j'en parle avec mon père, il est capable de... C'est pas un orateur, mais il le serait, il expliquerait des choses comme ça, je pense. Parce qu'il n'a jamais été question qu'il quitte ma mère, et aujourd'hui... Aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre, même si... Mais c'est ça aussi qui me fait... qui m'effraie un peu, c'est que ma mère est restée par amour, mais mon père n'a plus de désir aujourd'hui pour elle. Ah, oui, là c'est... Et il en a pour père... Enfin, a priori, il a arrêté, quoi. Il a arrêté de la tromper. Mais du coup, ça veut dire que mes parents ne me baissent plus, quoi. Ils sont très affectueux l'un envers l'autre, il y a beaucoup de tendresse. Ça peut être aussi très beau de s'oublier soi pour embrasser le point de vue de l'autre. Peut-être qu'elle pourrait embrasser son point de vue. Et réciproquement. Peut-être qu'on peut s'aimer en étant quand même différent, j'espère bien. Il ne faut pas être identique pour s'aimer. Bien sûr. Est-ce qu'on ne se crée pas aussi un problème à travers tous ces films, tout ce mot trompé qu'on entend autour de bras, qui est lesté comme c'est pas possible? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-enclumer avec voilà, quelqu'un qui va sauter à l'eau, qui s'est mis des boulettes partout, il va couler. C'est tellement lesté de partout qu'on ne pourrait pas envoyer valser les boulets. Oui, enfin... Est-ce que c'est obligatoire d'employer ce mot tromper, avec tout le poids de tous les gens qui se sont tous trompés depuis que le monde est monde? Vous avez dit, mais comme il est lesté ce mot-là, on ne pourrait pas en employer un autre. Ne serait-ce qu'aller voir ailleurs, déjà, c'est déjà plus léger. Ouais, c'est plus léger, ouais. Parce que là, c'est marrant, justement, je lis un roman où justement l'homme va voir ailleurs, et c'est pas James Bond pour le cacher à sa femme, et en fait elle s'en aperçoit et ça l'émeut de voir à quel point il est maladroit, et elle est pas spécialement blessée, enfin elle a justement ce recul en se disant non mais de toute façon je sais qu'il m'aime et bon il a une petite aventure. Le problème c'est qu'au bout d'un moment elle le voit hyper content de tout, enfin aller chez les beaux-parents c'est plus un problème, et donc là toute cette joie elle vient de l'autre en fait, elle vient du bonheur qu'il vit ailleurs. Et donc là, je veux dire, là pour moi c'est trompé. Ça demande beaucoup d'humilité, de pouvoir accepter que d'autres personnes participent au bonheur de quelqu'un auquel on tient. On aimerait être peut-être unique, voilà. Mais là c'est encore aussi, on a le choix d'aller jusque-là. Ça dépend de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi et de ce qu'on peut aussi. C'est trop douloureux, on ne va pas y aller dans cette direction-là. Mais ça peut être aussi, toutes ces épreuves-là, elles permettent aussi de grandir, de purifier entre guillemets l'amour, d'atteindre une qualité qui est beaucoup plus subtile, d'accepter qu'une autre personne puisse trouver son équilibre aussi par ce qui est donné par d'autres personnes que soi. C'est un exercice d'humilité, d'effacement, d'abnégation, qui est quand même assez difficile, mais qui en vaut peut-être la peine aussi.
Maintenant, on peut aussi dire c'est trop douloureux, je n'ai pas envie de travailler sur moi à ce point-là, et peut-être envisager notre relation. On a toujours le choix, tout le temps. Et donc vous avez aussi un choix à faire vis-à-vis de vous-même, où vous vous embringuez. Ouais. Il y a des pistes auxquelles vous n'avez peut-être pas réfléchi. Tout le monde a toujours le choix. Ouais. C'est pas une nécessité de construire à tout prix une famille parfaite, quoi. C'est effrayant, quoi. Moi, ça m'effraie, cette histoire de la famille, Enfin, je trouve ça... Pourtant, j'aime bien, je suis très organisée, je suis très rangée, je suis maniaque et tout, mais je sens ce besoin de passer par des moments par des loopings, enfin... La vie. Ouais. J'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup me retrouver seule à jardiner et à bêcher, à retourner la terre, et je crois que ça me procure énormément de satisfaction d'être seule dans mon jardin, et en même temps, c'est pas suffisant, quoi. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque les autres, quoi. Des fois, je me dis, je pourrais me satisfaire de ça, d'une très très grande solitude et de m'exclure complètement d'une vie sociale. Je crois que Alors, je ne sais pas si j'en serais capable, mais parfois je me dis que oui. J'ai peur du conflit, j'ai vraiment peur de la relation, quoi. Donc, comme je fais un métier de relation, il y a un vrai problème. Voilà, donc... Et pourquoi vous avez choisi ce métier alors? Parce que vous sentez que c'est absolument nécessaire quand même, les relations? Non, je crois que peut-être au début c'était pour des mauvaises raisons, ou enfin on sait jamais, mais... Je me pose tout le temps la question. Mais je pense que j'avais envie que dans ma tête peut-être de parler avec les autres, de parler avec les mots des autres, d'auteurs ou n'importe, pouvait m'aider à m'exprimer, tout en étant cachée. Je pourrais aller jusqu'à la disparition, c'est fort, mais... Je pense qu'il y a de ça. Ça me permet d'exister. C'est pour ça que j'arrive pas à faire autre chose. J'arrive pas. Là, j'ai une anecdote. C'est une histoire pas assez compliquée, mais j'ai eu une journée de tournage. Au début, c'était très désorganisé. Je devais travailler en juillet. J'ai rencontré fin juin. Je rencontre l'équipe en juillet. Le réalisateur iranien, c'était une équipe iranienne, vient me voir jouer au théâtre, tout ça. Bon, il me prévoyait dans un rôle que j'apprends. C'était très mal traduit. Après, ils m'ont vu, ils me proposent un autre rôle que j'accepte. Et puis, il fallait que je dise combien je coûte, combien je vaux plutôt. Combien je vaux. Oui. Intéressant, cette façon de vous regarder. Voilà, combien je vaux. Et puis, elle me propose donc 300 € la journée parce que je suis une excellente femme. Elle enrobe avec... parce que vous êtes ceci, cela. Puis je dis oui, parce que j'étais incapable de dire autre chose. En fait, j'ai voulu me battre pour avoir plus.
Et ça m'a mis dans un état, parce que j'avais l'impression de faire quelque chose de pas malhonnête, mais j'ai toujours l'impression d'usurper enfin de ne pas être à ma place. J'aurais tellement voulu être considérée en me disant s'il y avait quelqu'un, un agent ou n'importe qui fait ce boulot-là, j'aurais pas vécu cette situation. Mais en fin de compte, ça m'a miné de l'intérieur, mais vraiment, vraiment. Et jusqu'au moment où j'ai eu ma petite enveloppe avec l'argent en liquide. Et en fait, c'était de nouveau, j'étais encore dans une situation pas officielle, enfin, dans une situation c'est marrant parce que alors là ça me fait vraiment remonter des choses personnelles, quoi. Ça vous renvoie où alors, justement? Ben là ça me renvoie à ma situation familiale, Oui. complète où en fait mon père était marié pas avec ma mère, et à l'époque en fait la loi pour reconnaître les enfants illégitimes est passée au moment de Giscard, et donc enfants on était des bâtards, et donc tout l'argent qu'il donnait à ma mère était de l'argent liquide. Donc tout d'un coup, cette situation en plus, je pense quand même que cette problématique de l'identité, de la reconnaissance, je sais que c'est lié au métier que je fais, mais là, du coup, cette situation, c'est vrai que je n'avais pas perçu que l'argent liquide, quand même, a une valeur, en fait, de faire disparaître l'autre, enfin de ne pas le reconnaître. Voilà. Donc il y a une racine au fait que vous vous sentiez illégitime dans votre métier. Ah oui, je suis pas à ma place. Ça, Donc vous sûr. êtes la bâtarde du cinéma. Complètement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et après le changement de loi, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là, vous avez été reconnu? Donc, j'ai été reconnue. Donc on est 3 filles. Et mon père a eu des garçons d'un côté et 3 filles de l'autre. 3 garçons et 3 filles mêlés. Donc il a vécu avec 2 femmes. Et en fait, il a demandé, quand la loi est passée, il nous a demandé, mais il nous a demandé l'autorisation, presque. Enfin, est-ce qu'on voulait être reconnu ou pas? Et j'ai prétexté le moment où j'avais décidé de me marier en même temps que mon autre sœur, pour dire, enfin, mais c'était vraiment un prétexte parce que j'avais pas spécialement envie de me marier officiellement ni rien, mais le fait de lui dire, voilà, je vais me marier, j'ai pas envie de vivre cette situation. Voilà, mais il était ému de ça. Le risque, le maximum que j'ai pris, c'est de demander à mon père cette reconnaissance sur le tard. Oui. Je savais qu'on allait couper avec cet idéal que mon père voulait, c'est-à-dire avoir ses 6 enfants réunis, être dans une union un peu comme ça, d'entente, où il aurait aimé que les familles se rencontrent, ou que, voilà. Donc je savais qu'en demandant ce statut en fait, d'égalité, symboliquement, justement, on aurait été l'égal des demi-frères, ben, en fin de compte, je savais que quelque part, ça allait engendrer une rupture. Je crois que pour la femme de mon père, tant qu'on était dans l'ombre,
donc on n'était pas légalement reconnus, elle avait sa place de femme. Et ses fils étaient protégés quelque part. Donc là, tout d'un coup, on devenait concrète. Et le danger était concret. Est-ce Donc- qu'il y a eu des représailles, Non. Non. Ah non, non. C'était un trio, je dis ça, mon père est mort maintenant, mais qui avait trouvé son équilibre. Alors certaines personnes ne savaient pas notre existence, donc mon père était marié, avait 3 enfants, voilà, et puis il y avait ceux qui savaient qu'en fait il n'en avait pas 3 mais 6, et puis Ceux qui ne le savaient pas. voilà. Donc en fait il suffisait de dire la version qu'on était censé connaître ou pas, enfin que les autres étaient censés connaître ou pas. Donc on disparaissait ou on était reconnu. Voilà, c'est intéressant. Et les enfants de la lumière, de l'autre femme, donc les enfants... Vous avez des contacts avec eux? Ben non, c'est la rupture. Là, on Plus a aucune eu- nouvelle. Non, ouais. J'en ai eu parce que ma mère a téléphoné donc, à la femme il n'y a pas très très longtemps pour un meuble. Elle se demandait ce qu'il était devenu. Enfin, elle voulait récupérer quelque chose, je crois. Et donc elles se sont donné des nouvelles de leurs enfants et j'ai su que le dernier s'était séparé. Alors qu'on était les 6 couples, enfin les 6 en couple, quoi. Et la seule fois où on s'est réunis tous, donc à 12, ça a été le lendemain de la mort. Enfin, pas le lendemain de la mort, le lendemain de l'incinération de mon père. Ce qu'il souhaitait, en fait. Nous voir tous réunis et on savait tous que ça serait... quand Une ça unique serait- fois. Voilà. En même temps, quand on a fait ce repas, on ne pensait pas que c'était la dernière fois. Parce que toutes ces questions de partage, on n'en avait pas parlé. On a surtout échangé nos souvenirs ou nos versions. Et étrangement, ça n'a pas eu d'impact sur votre vie familiale, cette situation-là. En tout cas, moi, j'avais une volonté de normaliser et de lisser un peu. Ouais. Mais du coup, là, peut-être que ma vie est justement. J'ai commencé par ça, d'avoir raconté tellement la vie de mes parents hors norme que du coup, la mienne disparaît un peu. Et surtout que j'ai tout fait pour la planir. La boucle est bouclée. Alors, après, Comment ça, la planir? bah, en tout cas, d'être dans d'avoir l'impression d'être dans ce que la société attend de... Parce que je ne revendique Pas de vague. Voilà, pas de vague. Alors, je pense que personnellement, Vous arrivez à en faire. je crois surtout que je suis une tempête à l'intérieur. Je ne suis pas du tout une eau calme. Qu'est-ce qui vous amène? Je voulais vous parler en fait de mes séances orthophonistes. Est-ce que ce sont les séances d'orthophonie qui vous ont fait comprendre la nécessité d'approfondir un travail sur vous? J'ai toujours voulu savoir... Enfin, j'ai voulu avoir des choses par l'action. Voilà. Et l'orthophoniste, c'est ça qu'elle m'a permis de comprendre. Elle m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit, moi je suis pas psychothérapeute, donc je me suis dit, ok, bon, bah, j'avais moins peur. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme action? Voilà. Elle m'a proposé par exemple, et ça je me rappelle très bien, on est en groupe en fait, on est en Ouais. groupe, on est une dizaine de personnes, et à chaque fois elle nous propose des cas, elle appelle ça des cas, où on se met en situation. Oui.
Et c'est pas facile hein, pour nous, hein, parce que. Bon, et c'est souvent sur le lieu de travail. Donc, moi, c'était par rapport vis-à-vis d'un supérieur. Donc, je dis mon problème à moi, c'est comment arriver à refuser ou à négocier quelque chose Mhm. vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique. Les autres patients jouaient vos partenaires, non? Ou c'était... Alors après on choisissait, c'était à Ouais. moi de choisir, ouais c'était marrant, c'est à moi de choisir qui je voulais. On se connaissait bien, hein, Ouais. au bout d'un certain temps on se connaissait bien, donc elle disait c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez travailler. Et elle m'a vu en flagrant délit de me mettre en état d'infériorité, d'évaluer vis-à-vis de la personne en face de moi, et cette personne n'était pas mon chef. Cette personne n'était pas mon chef voilà, direct, c'était juste un collègue, enfin un ami, enfin c'est pas un ami, on n'est pas des amis, quelqu'un du groupe. Vous voyez? Et là, elle m'a pris en flagrant délit, parce qu'elle m'a dit, tu as ressenti, vous avez tous vu. Elle m'a pris un peu, je faisais pas le malin, hein. On était tous. Elle m'a dit, tu baisses la tête, ton physique, tu baisses la tête, tu réponds pas, il y a eu un immense silence quand la personne t'a demandé quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, tu étais incapable de lui dire que tu n'avais pas envie de le faire. C'est un de mes gros problèmes. J'arrivais à accepter les émotions qui m'arrivent dans ma vie professionnelle et pas avoir honte. Depuis quand vous avez honte de vos émotions? En fait, moi je savais pas, hein, j'avais honte de mes émotions. Je savais pas. Ça remonte à loin? Le petit garçon il avait déjà honte de ses émotions? Par exemple, moi j'étais un petit garçon, qui avait très peur. Voilà. Ça fait quoi? Alors je suis le troisième enfant, Oui. d'une famille, d'une fratrie, je suis le plus petit. Donc j'ai vu passer devant la façon dont étaient éduqués mon frère et ma sœur. Et du coup je me suis protégé moi, en troisième enfant, de tout ce qui pouvait me tomber dessus au début de mon père. Mon père était l'image que j'avais de mon père quand j'étais petit garçon, là on parle quand j'avais 8 ans environ, je vous dis. 8-10 ans, et mon père il avait tendance à être assez violent. En fait, il avait ce côté assez violent. Violence verbale ou physique? En fait, les deux. Enfin, plutôt physique, plutôt physique parce que mon père il est pas issu d'un milieu très. On parle beaucoup, ou même on écrit beaucoup. Il est plutôt. C'est un mec de l'action, c'est un ouvrier. Donc, bon, il a un peu cette maladresse-là. Et donc en fait j'avais l'impression, hein, j'ai l'impression qu'en fait c'est différent. J'ai compris ça moi tout seul. Qui frappait un peu sans faire attention. Mais pas pour faire mal. Mais il avait la malaise, hein, il était costaud. Hein. Un impulsif. Ouais, c'est un impulsif. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas le petit garçon à l'ombre du père encore aujourd'hui? À redouter sa peur, son impulsif. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait maintenant mon père je l'aime bien. Depuis quelques années, depuis 2 ans, on se revoit. Le nœud du problème, c'est ma mère en fait. Parce que j'ai compris qu'en fait, c'est ma mère qui manipulait mon père. De quelle manière? Elle se servait comme une arme de l'autorité, justement, en fait. Ma mère est quelqu'un de très manipulatrice, très intelligente, dans les relations humaines. Et en fait, j'ai compris, grâce à ma sœur, ma sœur a fait une psychanalyse. Moi, je commence là avec vous, mais ma sœur, ça fait très longtemps. Et je sais que pour l'instant, je serais incapable de dire à ma mère que je l'aime. Ils nous ont laissé tomber au moment où on a fait nos études. Après le bac, ils sont C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu participer C'est ça. à vos études. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'avoir le bac pour un fils d'ouvrier, c'est très très bien. Ils ne se sont pas rendus compte que pour vous, le bac, c'était pas assez. En fait, je sais plus, moi j'en suis à un endroit dans ma tête où je sais plus distinguer si ce que ma sœur raconte est la vérité ou pas. C'est ça, la vérité. de sale pute, machin. Voilà. C'est ça, vérité. C'est son ressenti. C'est pas, il n'y a pas de vérité universelle, il y a des vérités. C'est ça. Et la vôtre, hein? La vôtre, je suis à la recherche. Est-ce que vous arrivez à être en contact avec votre vérité ou vous êtes tellement submergé par la vérité des autres que vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous vous dépêchez de prendre la parole par peur d'être submergé par Ouais, il y a la un sentiment comme ça. Ça, on en a parlé aussi à l'orthophoniste.
C'est classique, c'est même pour ça que les gens parlent vite. Peur de ne pas avoir la parole, le petit garçon, il avait la parole, le petit dernier ou pas? Il avait mot à dire ou pas? Ouais, faut que je revienne de mes souvenirs. Ou il était le dernier à prendre la parole, voire pas du tout? Il ouvrait la bouche. Et puis de toute façon, De toute façon. je suis plus petit. Donc le plus petit n'a rien à dire. C'est pas qu'il a rien à dire, il fallait qu'il la place, sa parole, c'est un peu difficile. Quand tout le monde l'a déjà prise, quand tout le monde a déjà donné son point de vue, il reste plus beaucoup de place pour C'est eux. ça. Et puis de toute façon, je suis plus petit. Donc ça. Donc tu peux pas comprendre. Voilà. Oui, non, mais tu te racontes. Quand je passe le seuil de la porte de mes parents, c'est évidemment, c'est quasiment, je baisse la tête déjà, quoi. Mais je suis tellement quelque chose d'autre. Je suis tellement loin, on va dire, culturellement d'eux. Si loin. Si loin, et pourtant pas si loin. Et quelque part, je resterai toujours quand même le fils d'ouvrier. Chose qui me pèse. Chose qui me pèse énormément. En quoi vous le sentez dans votre quotidien? Encore une fois, je vous le dis, c'est le côté où je ne considère pas avoir le droit de mériter d'être autre chose que ce que la société me donne le droit d'être. Je me dis, quand on me regarde, la façon dont je bouge les mains, dont je suis, dont je parle, on se dit, fils d'ouvrier. C'est ce que les Je gens me vous le dis. disent. Non, je me le dis. Moi, je me le dis. Vous vous le dites. Je me le dis toujours, je veux dire, c'est pas encore fini ça pourrait être fini, non? Oui. Mais je me le dis toujours. J'ai l'impression que je ne cesserai jamais de me le dire. Même si ça avance. Mais Il y a des côtés positifs dans le fait d'être fils d'ouvrier. Qu'est-ce que vous avez chez les ouvriers? J'aime ces ouvriers. Non, Pas forcément. c'est plutôt la voix VOX politique qui porte, Mm. tu vois, qui me touche moi. Oui. Et c'est ça que je porte en moi, Être un homme de Quelque part. conviction. c'est ça. De cette époque-là que ça rappelle, voilà. Bah alors donc vous pouvez être fier d'être fils Je d'ouvrier. devrais, ouais. Ouais, je devrais. Mais en même temps, il y a un truc qui me monte, il y a un truc qui me... J'ai le paradoxe, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, je crois récemment. C'est le paradoxe de ce fils d'ouvrier qui a tout pour réussir et qui a du mal à réussir dans cette France vieillissante. Je suis quelqu'un d'assez volontaire. Mais ma volonté, elle s'arrête jusqu'où elle pourrait me faire du bien, on va dire. Vous arrêtez toujours un cran avant. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être conforme à votre caste. C'est ça. Le labeur, Ouais, c'est la intéressant. sueur, Intéressant. jamais de vacances, jamais de reconnaissance. Je ne mérite pas. Finalement, vous êtes très fidèle à votre famille. D'avoir coupé les ponts extérieurement ne donne que l'illusion que vous avez coupé, mais vous l'avez tout sauf coupé. Et ce qui est marrant, c'est ce que vous dites, parce que ça se recoupe aussi avec les enfants quand je suis à l'école. Quand je leur parle, et quand je commence à être plus à l'aise avec eux, on va dire. Parce que cette fois, je suis un peu tendu, mais ça va, ça se passe de mieux en mieux. Quand je suis plus à l'aise avec eux, que je commence à leur parler un peu, pas politique, mais un petit peu, j'ai le droit, hein, de conscience politique plutôt. Voilà. Et c'est vrai que là, d'un coup, je suis fier de ce que je fais. C'est marrant, parce que je ne devrais pas. Alors que je travaille dans un lycée UP, du 14e arrondissement, des gens Et vous sentez... que je ne côtoierai jamais, que je n'ai jamais côtoyé. Ça, c'est le hasard a bien fait les choses. Mais c'est très étrange. Vous avez mis en circonstance, là, pour travailler votre problématique. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Et là, je suis le virus du lycée, ouais. Voilà, et nous dans la bergerie. C'est ça. Et là, vous vivez bien votre statut de loup. Ouais, parce que je suis honnête, en fait. C'est là où je me dis, je suis pas un tel désespéré. Je suis honnête en me disant, je resterai toujours un tel, je leur dirai jamais ce qu'il faut faire. Non, c'est juste leur faire, je te mens. J'essaie juste de leur donner l'ouverture suffisante pour pas seulement écouter ses parents. Ouais. Voilà. C'est honnête. Et qu'est-ce qui fait que dans ce contexte de l'enseignement, vous n'êtes pas survolté au point qu'on vous rejette comme ailleurs? Et je me dis, c'est encore souple. Encore, je suis pas du prosélytisme, je sens que... Non, mais je veux dire, je
me sens proche d'eux. J'arrive à comprendre une chose, on va dire, un peu chez moi, c'est que je pense qu'il y a des belles choses à l'intérieur de moi, et pour l'instant je suis envahi par le noir, par les choses négatives. Et d'ailleurs à ce propos-là, les gens me voient assez comme quelqu'un d'assez négatif, à l'extérieur, d'assez pessimiste. D'assez pessimiste. Cynique, pessimiste. Concernant votre propre sort ou concernant Le monde. le monde? Ça va, Aujourd'hui, vous sentez seul au monde? Non. Non, je commence à... Je commence, je dis bien. Je commence à rencontrer, même à mon âge, des amis, on va dire. Même à votre âge, on dirait que vous avez 60 ans. Non, je veux dire... moi j'ai 36 ans. Ouais. C'est-à-dire, à mon âge, si on se dit... À 20 ans, on se fait plein d'amis. Oui. À 36 ans, si on se dit... Si on se dit que demain encore on va découvrir quelqu'un qu'on a envie de revoir par hasard, qu'on a vu pour la première fois. Oh non, c'est des amis à tout âge, même ceux qui... Bah ouais. Voilà. Mais non, mais je trouve ça chouette. Je n'étais pas sûr. Bien sûr. En fait, oui. Des gens qui découvrent celui que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Sans être encombré par celui que vous étiez hier. C'est bien dit. Si on pouvait arrêter de se dire que de moi, que je suis en fait pas catégorique, pas agressif, pas impulsif, ça serait pas mal. J'en fais un paquet, les trois. C'est un peu plus dur cette fois que la séance précédente parce que je rentre de vacances et puis quand je rentre de vacances j'ai toujours un espèce de... Enfin ça marque vraiment un temps de pause dans mon quotidien, dans mon rapport avec ma mère aussi parce que j'ai l'impression que quand on est en vacances on est vraiment un peu... Enfin on se retrouve et c'est toujours assez difficile ce moment-là, même si j'apprécie parce que j'ai l'impression de... C'est assez curieux, mais j'ai l'impression de profiter d'elle quand je suis en vacances. Même si ça fait 4 ans qu'elle est plus là, mais voilà, donc j'utilise en général ces moments de recul un petit peu. Vous êtes disponible en pensée pour elle, à Ouais. ce moment-là? Ouais, c'est des moments où on se sent vraiment plus en phase. On se sent plus en phase parce qu'on n'est pas dérangé par le quotidien. Parce que c'est vrai que quand je suis dans le rush de Paris, j'ai l'impression d'étouffer un peu les choses. Et c'est un peu ce que je ressens. Là, en ce moment, c'est un peu ce que je ressens. Parce que je sais pas, je me sens un peu en colère, En colère contre quoi? Contre votre maman? Si vous lui en voulez d'être partie. Ouais. Il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de garder les fonctions de ma mère. Hein. C'est-à-dire que même si elle n'est plus là, ça reste quand même la personne vers qui je me tourne quand ça va moins bien, enfin ça marche dans le positif comme dans le négatif comme dans le positif, hein, mais les moments où c'est plus dur, j'ai besoin de me tourner vers elle et puis c'est un peu... Encore aujourd'hui, c'est la seule personne qui me réconforte vraiment. On lâche pas, on a adopté un nouveau mode de communication qui est pas mal aussi. Hein, mais, Une connexion invisible? Ouais, je suis vachement attachée au symbole, c'est assez idiot, mais ma mère elle est décédée le 11 novembre, donc le 11-11. Et très souvent, à 11h11, je suis devant mon ordi et c'est toujours à ce moment que je regarde l'heure et paf, c'est 11h11. C'est des petites choses, pas très, enfin ça peut paraître très stupide, hein, mais moi je l'ai vraiment assimilé à une espèce de communication. Et là d'ailleurs cette année, ça fera 4 ans, ça tombe le 11 novembre 2011.
Donc là, j'ai décidé que ce serait le feu d'artifice. Je pars à New York. Hein, voilà. Donc, ça, c'est Pourquoi New prévu. York? Parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et que ma mère n'y avait pas été non plus. Et on en parlait souvent. Et moi, c'est quelque chose qui me... Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas envie de banaliser, quoi. J'avais envie de le faire à un moment où pour moi ça avait du sens. Donc je pars une semaine retrouver maman à New York, voilà, autour du 11 novembre. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment besoin de symboles parce que c'est aussi une façon de dédramatiser la chose et de continuer à faire vivre et embellir un peu, pas embellir, mais à un peu à sacraliser la relation. J'ai pas envie d'oublier. Je crois qu'on est plus jamais la même personne après une expérience comme ça. Et on est beaucoup plus exigeant de tout, quoi, des rapports avec les gens, de la profondeur, du sens qu'on veut mettre dans la vie, quoi, dans les choses. Moi j'ai la chance d'être là, quoi, faut que j'en fasse quelque chose. Tout de suite, on a su en mars qu'elle était malade, ça a duré 9 mois. Et le premier réflexe que j'ai eu, je sais pas, c'est d'aller dans un magasin de soins, de beauté, d'acheter une crème spéciale pour des massages des pieds, alors qu'avec ma mère, on n'était jamais tactile. Hein. Ma mère me prenait rarement dans ses bras, ne me faisait pas trop de câlins ou quoi que ce soit. Mais j'ai tout de suite réfléchi au rapport au corps pendant un cancer, la chimio et tout ça. Et je me suis dit, je vais lui faire des massages des pieds, parce que voilà, je sais pas, les pieds, c'est ce qui nous lie à la terre et peut-être à la vie, j'en sais rien. Et donc voilà, il y avait un rituel tous les jours, c'était massage des pieds, et bon, elle adorait ça, et ça nous a vraiment... j'ai l'impression qu'en 9 mois, on a rattrapé tous les câlins qu'on ne s'est pas fait pendant 25 ans. En fait, ma mère, elle avait des problèmes d'alcoolisme, et en fait, ça a duré des années. Bon, mes parents sont divorcés depuis plus de 20 ans, hein, mais on a réussi à en parler avec mon père. Et mon père, bon, très pudique, alors il nous a pas dit grand-chose, mais il disait que si, à l'époque, ça l'inquiétait aussi, qu'elle avait ce besoin. Bon, ma mère a toujours dit que, comme elle avait des calculs rénaux, il fallait qu'elle boive tous les jours son litre et demi de bière. Hein. Bon, quand vous avez 10 ans, vous ne comprenez pas, vous dites ok, c'est bien, c'est thérapeutique, mais bon, avec le temps, on voit comment ça se passe. Je me souviens qu'au mois de juillet 2004, j'étais à Strasbourg avec elle et je lui ai dit, écoute, ça va pas, quoi. Je voudrais t'aider, peut-être qu'on peut aller à des réunions d'alcooliques anonymes, je sais pas, moi je viens avec toi. Est-ce que vous vous expliquez ce qui l'a poussée à boire toute sa vie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait fuir? Oui, je pense que ma mère, elle était hollandaise, et puis elle a connu mon père très jeune. Ils ont quand même ont correspondu pendant quelques années avant de se retrouver à 25 ans à peu près. Donc elle est venue en France, elle a lâché sa famille, mais bon, c'était un souhait. Hein. Donc, puis la France, c'était un peu le fantasme pour la petite hollandaise. La France, En plus, mon père ressemblait à Alain Delon. Alors enfin, en gros, la carte postale était plutôt attrayante, quoi. Donc elle est venue. Et puis, je crois que c'était tellement aussi une réaction de fierté par rapport à ses parents que le jour où les choses se sont moins bien passées avec mon père, parce que mon père, il était lui dans un schéma très traditionnel de l'homme travaille, la femme, elle est sympa, elle est contente si elle est à la maison. Hein, mais ma mère, c'était quelqu'un d'assez intellectuel, qui avait fait des études et qui voulait vraiment s'épanouir là-dedans. Donc elle a dû attendre de travailler. Finalement, un jour, quand on était assez grande, elle a pu aller travailler. Puis, comme elle était très très brillante, très vite, elle s'est retrouvée au Conseil de l'Europe à Strasbourg avec des opportunités de colloques en Pologne, des sorties, des sorties, non, des réceptions, quoi, des choses où ça demandait une implication. Et mon père a jamais compris, quoi. Ça va faire 20 ans qu'ils sont divorcés. Ma mère est partie finalement pour quelqu'un d'autre, qui était un lord anglais, qui était marié avec 3 enfants, qui évidemment lui a promis qu'il allait divorcer. Bon, c'est jamais arrivé, donc là, l'alcool, tout ça, la déception, enfin, ça s'explique là. Et ma mère, elle était tellement, je crois, attachée à avoir la reconnaissance des hommes dans sa vie qu'elle portait un chapeau tout le temps, elle allait au conseil avec ça, au chapeau, avec une veste avec des épaulettes, elle avait que des grands impairs avec des épaulettes à la Navarro, enfin, il n'y avait pas une once de féminité, mais je crois que, enfin, avant si, mais quand elle est rentrée dans ces rouages-là, c'était un homme, quoi, c'était un businessman. Il y a un truc aussi qui est très, qui est comme ça, naturellement, c'est que j'ai le sentiment de porter aussi beaucoup mes 2 sœurs par
par fidélité, par loyauté et en hommage à ma maman un peu. Dès qu'il y en a une qui va pas, je dors pas, j'ai besoin d'être là pour elle. Comme si ça lui permettrait peut-être de dormir tranquille, je sais pas. Parce que je l'imagine des fois dans un grand lit comme ça, perché dans le ciel. De temps en temps, elle laisse dépasser sa tête pour voir si tout va bien. Et bizarrement, dans mes fantasmes, elle se tourne toujours vers moi. Et c'est moi qui ai le mot final pour lui dire non mais t'inquiète, c'est bon, les deux autres ça va. Et je sais pas, c'est assez curieux et ça me met beaucoup de pression. En même temps, mes sœurs sont très reconnaissantes. Elles me disent souvent que je suis un peu leur pilier, alors je suis pas la plus âgée, hein, je suis au milieu, mais en gros, j'ai l'impression d'être la personne qui gère, quoi, et que c'est rassurant pour elles. Du coup, quand moi je vais pas bien, j'ose pas leur dire. Enfin, je leur dis un peu, mais je dis pas tout parce que je sais que ça aura un impact derrière. Et aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, la maturité et puis l'âge, je crois que vers 30 ans, c'est un âge intéressant parce qu'on peut plus dire qu'on ne sait pas qui on est, quoi. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je souhaite aux amis que j'ai, quoi, de se trouver vite parce que si on se traîne ça jusqu'à 40 ans, on peut se prendre des sacrés claques, quoi, se dire mince, en fait j'ai tout faux, puis mince, j'ai 2 enfants en plus, là je fais comment, enfin, c'est des trucs, des situations que je pense qu'il faut vraiment s'éviter et regarder les choses en face. Et j'en arrive même presque des fois, et c'est gros, hein, mais j'avoue que je l'ai déjà pensé, je souhaite même quelquefois à des gens que j'aime beaucoup autour de moi qui traversent une expérience comme ça, pour pas pour égoïstement qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein, mais pour qu'ils touchent à ce que c'est en fait après, la vie après ça, parce que ça a tellement plus de couleurs que... voilà, puis pour qu'ils aient eux-mêmes, si ils vivent la chose comme moi, mais que ça leur donne cette force, quoi, et cette force d'impulsion surtout pour faire des choses. Enfin, c'est une espèce de rage positive, quoi. Il y a des jours, pas aujourd'hui parce que je suis pas trop en forme, mais il y a des jours où j'ai l'impression que je peux déplacer un camion avec mon index. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible, quoi. Après, il y a une dernière chose que je trouve quand même violente dans le fait de ne plus avoir sa maman, c'est que on a vraiment l'impression de perdre la seule personne sur Terre qui vous aime sans condition, quoi. Et pour toujours, et quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez... quand vous êtes petit, vous voyez bien, vous faites une bêtise, vous rentrez, il y a toujours une tarte aux pommes qui vous attend et un chocolat chaud. Et maman, je trouve que ça sent bon le réconfort et le soutien, et c'est quand même c'est tellement vain des fois, la quête de l'amour dans la vie, que ce soit l'amour d'amis, de gens, d'un homme, Et moi, j'ai trouvé une espèce de petite parade à ça, que j'avais déjà développée avant son départ, hein, avant son décès. C'est que je suis partie de la maison à l'âge de 13 ans pour faire de la gymnastique, loin de la maison, en sport-études, etc. Et donc je me suis retrouvée dans des familles d'accueil, etc. Et j'ai rencontré pas mal de mamans de substitution, en fait. Et je me suis toujours ouverte comme si c'était même mes vraies mamans, parce qu'on a besoin de ça, quoi. On en a besoin quand on est jeune, mais même quand on est moins jeune. Et il y a une phrase de Roland Topor que j'aime beaucoup qui dit il faut savoir profiter des moments propices. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très vrai. Et aujourd'hui j'ai plusieurs mamans parce qu'il y a des personnes qui ont pris le relais aussi. Et je sais pas, j'accorde l'importance à leur faire un petit point date au moins une fois par an, pour moi, pour mes sœurs. Voilà, je trouve ça important de faire vivre encore des figures maternelles. Votre maman, elle est là dans les bons, les mauvais moments. D'ailleurs, j'ai encore son numéro de portable dans mon téléphone, j'arrive pas à l'enlever. Je lui envoie des textos des fois, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ça m'est arrivé 2 ans après, Nouvel An, d'avoir envie de lui souhaiter une bonne année. Il n'est jamais revenu le texto, donc je sais pas où il est parti, mais il est parti. On a refermé le livre ensemble, quoi. Quand c'est 9 mois, on a eu du temps ensemble pendant la maladie pour... On n'a pas toujours été au fond des sujets, mais il y a des choses où on n'a pas besoin de mettre des mots dessus. Et on a passé des moments superbes à faire des siestes ensemble, à écouter de la musique, à rien se dire de particulier, où vraiment c'était très sincère. Moi et ma mère, on souffre plus maintenant. Enfin, on est tranquille, quoi. On garde ce qui était bien et puis on avance. Et ça, c'est pas facile à imaginer pour des gens qui n'ont pas vécu ça, je pense. Et je crois que la conclusion dans tout ça, c'est que
Ma mère, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de me détacher, de me libérer de cette angoisse de la mort qu'on a tous.